Bonjour à tous, merci Rachel pour la présentation. Donc aujourd'hui, on va parler de la préparation fiscale de l'ALEA. Euh, on, Malgré la guerre, on a toujours un nombre important de personnes qui font leur ALEA et même de plus en plus important. Et on voit quand même des sujets similaires qui reviennent et sur lesquels il faut vraiment porter une attention très particulière. Nous, on voit des sujets qui viennent de résidents fiscaux français qui existent, qui vivent partout en France. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un point sur comment on prépare l'ALEA. On ne se prend pas au dernier moment pour faire son ALEA. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui a des incidences fiscales, financières extrêmement importantes. Donc, faut les prévoir dès maintenant. Donc, le premier point à regarder est celui de la résidence fiscale. Alors pourquoi à chaque fois j'ai l'habitude de parler beaucoup de résidence fiscale? Parce que c'est la pierre angulaire de la fiscalité internationale. Vous pouvez être amené à vivre en Israël, mais pour autant que la France considère que vous êtes résident fiscaux français. Et je vais aussi parler de la résidence fiscale au vu de dernier projet de loi qui vient d'être publié il y a à peu près une semaine en Israël concernant le fait qu'on puisse rester uniquement 75 jours par an en Israël et être considéré comme résident fiscal israélien. Il faut bien comprendre une chose, quand vous êtes aujourd'hui résident fiscaux israélien, votre problématique fiscale est française. Elle n'est pas israélienne. Et Israël, comme beaucoup de pays dans le monde, pourrait dire il suffit de rester 75 jours en Israël pour être résident fiscal israélien, que la France ne l'entendrait pas de cette manière. Donc, je veux bien que certains se contentent de l'analyse côté israélien, mais c'est pas du tout comme ça qu'on doit réfléchir. Une convention fiscale, c'est un respect de règles de part et d'autre. Donc, ce que décide Israël en droit interne, c'est une chose. Euh, Après, les conventions ont une portée supérieure à la loi. Et donc, on doit avant tout regarder la convention. C'est pour ça qu'en droit fiscal français, on a l'article 4B du Code général des impôts qui s'applique et qui implique que pour être résident fiscal français, il faut être dans une des conditions suivantes, c'est-à-dire avoir son foyer en France ou un lieu de séjour principal en France, exercer une activité professionnelle à titre principal ou avoir le centre de ses intérêts économiques ou privés en France. Là, c'est la définition interne. Il suffit de remplir une des conditions pour être résident fiscal français. Bien évidemment, vous qui êtes résident fiscaux ou qui avez été résident fiscaux français, à aucun moment vous êtes posé la question de dire pourquoi je paye de l'impôt en France. Bah, parce que vous avez toujours vécu en France et c'est uniquement lorsqu'on a un problème d'extranéité, c'est-à-dire quand on a un droit étranger qui vient se confondre avec le droit français, qu'on doit se poser la question. Donc du fait de la loi, il faut se poser la question. Mais du coup, le droit interne ne s'applique plus. Il s'applique plus et on va appliquer la convention. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, Israël peut tout à fait décider que quelqu'un est résident fiscal israélien s'il reste 75 jours ou 74 jours, je crois, en Israël. Pour autant, la France considérera que si vous êtes majoritairement en France, vous êtes résident fiscaux français. Alors, le raisonnement là que je vais vous expliquer, je l'ai sur tous mes clients, quelle que soit leur destination. Le sujet, c'est lequel? C'est, on a une règle qui est d'ailleurs un peu conforme à ce qui se fait dans les pays de l'OCDE, même tout à fait conforme, hein, et qui nous donne quatre critères dans un ordre prédéfini, et on va les analyser de manière alternative et successive. Successif, pourquoi? Parce qu'on va déjà regarder la notion de foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts personnels et économiques, le séjour habituel et la nationalité. Autant dire que les deux derniers n'ont pas tellement d'importance. Alors ça va faire bondir certains quand ils vont me dire, mais le séjour de façon habituelle n'est pas tellement d'importance. Oui, parce qu'en réalité, ils se confondent beaucoup avec la notion de foyer d'habitation. Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder en premier?
la notion d'un foyer d'habitation permanent. C'est quoi un foyer d'habitation permanent? C'est un lieu dont vous pouvez être propriétaire, locataire ou même occupant sans titre, c'est-à-dire hébergé par des amis, où vous allez de manière permanente établir un foyer. Donc, si vous avez conservé votre ancienne résidence principale ou une ancienne résidence secondaire en France, eh ben, on est bien dans un foyer d'habitation permanent. Il importe peu que votre studio à la montagne fasse 25 mètres carrés et que vous soyez 6 personnes, c'est un foyer d'habitation permanent. Donc, l'analyse que l'on va avoir, on va regarder au moment où vous arrivez en Israël, est-ce que vous avez un foyer d'habitation en Israël? Alors, par définition, oui, hein. Et puis, est-ce qu'il vous reste un foyer d'habitation permanent en France? Si vous n'avez plus de foyer d'habitation permanent en France, le dossier est terminé, vous êtes résident fiscal israélien aux yeux de la Convention. Par contre, si vous conservez un foyer d'habitation permanent en France, il faut passer au deuxième critère, le critère des liens personnels et économiques, celui qu'on appelle le centre des intérêts vitaux. Et là, on va regarder principalement deux éléments. Est-ce que vous êtes dirigeant d'entreprise avec des mandats sociaux et d'où viennent principalement vos revenus? On parle de revenus avant de parler de patrimoine. Donc, si vous êtes retraité et que vous avez une petite retraite et que pour autant vous me placez votre argent en dehors de France et que vous n'avez pas d'immobilier, je dirais effectivement vous pourriez conserver un foyer d'habitation en France parce que dans l'analyse du centre des intérêts économiques, on doit pouvoir avoir plus de revenus de sources étrangères que de sources françaises. Par contre, si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous conservez encore une entreprise en France, c'est quasiment perdu. Et donc, c'est pour ça que les vrais fiscalistes français disent à leurs clients, il y a un moment, eh ben, si vous voulez devenir résident fiscaux israéliens, mais alors, comme dans n'importe quelle destination des pays de l'OCDE, hein, eh ben, il va falloir ne plus avoir de foyer d'habitation en France pour protéger ce critère-là. Donc, ça, c'est la première analyse à avoir. C'est la première chose, moi, quand des clients me contactent, je leur dis, ben, racontez-moi ce que vous avez en France, ce que vous avez dans votre pays de destination, quels sont vos revenus. Et je commence par la notion de résidence fiscale. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas partir. Vous pouvez partir, mais vous avez aussi un risque de remise en cause de la résidence fiscale. Et quand l'administration se rend compte du sujet, elle n'hésite pas, quel que soit le patrimoine, et je vais même vous dire c'est plus facile lorsque le patrimoine est plus petit, à remettre en cause la résidence fiscale. Donc, ne vous dites pas que ça n'arrive jamais, ça n'arrive qu'aux autres. Non, c'est un vrai sujet de droit. Et l'informatique étant là et l'intelligence artificielle de plus en plus utilisée par l'administration fiscale, à juste titre, euh, il faut remplir ces conditions-là. Donc, vous comprenez bien que lorsqu'on m'explique que vous allez rester 74 jours en Israël et le reste en France, ben, on va considérer de manière quasi certaine que vous avez un foyer d'habitation parce qu'on a de la jurisprudence sur des petits malins qui avaient plus d'habitation en France et qui se sont dit je vais aller à l'hôtel pendant 7 mois. Ben, la France a considéré que l'hôtel était un foyer d'habitation permanent, au même titre qu'un Airbnb, au même titre qu'un bien appartenant aux enfants. Donc, il faut regarder vraiment en détail ce point. C'est un point de droit. La fiscalité, c'est avant tout du droit. Les incidences de savoir si je vais payer de l'impôt ou pas une fois que je serai résident fiscal israélien, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel. Et chaque dossier est différent. Parce que vous pouvez avoir une grosse retraite, une petite retraite, encore de l'immobilier en France, avoir par exemple de l'immobilier par l'intermédiaire d'une société soumise à l'IS mais qui distribue jamais, ou, et donc ce ne sera pas considéré dans les revenus,
ou de l'immobilier en direct et pour le coup, où on va automatiquement considérer que vous avez des revenus qui remontent jusqu'à vous. Donc l'analyse fait vraiment au cas par cas. Et c'est le début de l'analyse du dossier. Alors, lorsqu'on veut partir, on va aller se poser différentes questions et on va aller voir deux sujets principaux qui vont être celui de la résidence principale et celui de l'exit tax. D'abord, on va parler des modalités de départ. Est-ce que vous décidez de partir définitivement en Israël ou vous conservez des attaches en France? Ces attaches, ça peut être une société, un patrimoine immobilier ou même partager son temps. Donc là, on va rentrer dans la méthodologie de votre future vie et regarder comment ça peut fonctionner au niveau de la résidence fiscale et de l'imposition entre la France et Israël. Et puis, on va aller regarder aussi si vous êtes un actif avec des enfants à charge ou sans enfants, avec des revenus de source française ou des revenus futurs uniquement de source israélienne, ou si vous êtes un retraité. Et en fonction de ça, on va pouvoir définir comment vous allez pouvoir remplir les conditions de la résidence fiscale et comment vous allez pouvoir aller et venir en France ou ailleurs. Alors, il faut bien faire une analyse, c'est que la fiscalité vous interdit pas de revenir en France. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites votre aléa que vous pouvez pas revenir en France de temps en temps. Il y a juste des modalités particulières lorsque vous revenez en France. Donc, il faut en tenir compte. Et puis, nous, on a deux préalables hyper importants, alors hyper méconnus, hein, parce qu'effectivement, Israël, c'est une destination un peu particulière lorsqu'on est fiscaliste. Et mes confrères fiscalistes qui m'interrogent m'en parlent souvent. Ils me disent, c'est bizarre, quand j'ai une personne qui vient me voir pour partir en Israël, j'ai l'impression qu'elle sait déjà tout avant et ce que je lui dis, elle n'en tient même pas compte. Et effectivement, c'est un peu particulier. Alors, chacun prend ses risques, hein. Nous, fiscalistes, on connaît la loi et la loi entre la France et Israël, elle se fait au regard de texte et pas au regard de ce que racontent quelques personnes. Donc, il faut bien comprendre que sur l'exit tax et la résidence principale, il y a un élément extrêmement important, c'est qu'Israël n'a pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, quand on regarde aujourd'hui, moi, mes clients qui partent de France, qu'on va les classer en trois catégories. La catégorie de ceux qui partent en Europe, de ceux qui partent pas en Europe, mais dont les destinations ont signé avec la France des conventions en matière de recouvrement d'impôts, les plus connus étant le Maroc et l'île Maurice, et ceux qui n'ont pas signé de convention en matière de recouvrement d'impôts. Et c'est quoi l'incidence? Il faut comprendre que si la France n'a pas la possibilité d'aller demander de l'impôt, elle se protège au moment où vous partez. Ainsi, sur la résidence principale, le jour où vous posez le pied en Israël et vous officialisez une résidence fiscale israélienne, vous perdez l'abattement résidence principale. Si vous partez en Europe ou sur des destinations qui ont signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts, vous avez grosso modo 1 an et demi pour vendre le bien. Ce n'est pas le cas d'Israël. Donc, alors je dirais que ça ne sert à rien d'insister auprès de moi ou même de certains notaires qui m'appellent. C'est la règle et la règle. Donc, vous devez partir en Israël le 1er août 2025. Si vous n'avez pas vendu, je ne parle pas d'une promesse, mais vendu votre bien avant cette date et que vous officialisez votre résidence fiscale israélienne, vous n'aurez pas d'abattement résidence principale. Alors, le préalable aussi est quand même de se poser les questions de la plus-value. Parce que souvent, mes clients sont très surpris, puis quand je rentre dans le détail de la plus-value, et parce qu'il y a un certain nombre d'abattements, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas de sujet. Euh, Soit parce qu'ils ont le bien depuis plus de 30 ans, soit parce que la plus-value n'est pas suffisamment importante et qu'elle est rattrapée au regard des abattements qu'on a en matière de coûts d'acquisition et de travaux.
Ça, c'est le premier point. Autre incidence quand même sur la résidence principale, si vous la vendez pas, ça veut dire que vous aurez une plus-value éventuellement si vous la conservez moins de 30 ans, mais aussi qu'à l'impôt sur la fortune immobilière, si vous êtes redevable, vous allez perdre l'abattement de 30%. Puis dernière surprise, vous aurez la taxation au niveau de la taxe d'habitation. Taxe d'habitation, ça signifie quoi? Ben, ça signifie que votre bien aujourd'hui, en qualité de résidence fiscale français, vous n'avez pas d'imposition en taxe d'habitation car c'est une résidence principale. Comme elle devient une résidence secondaire, vous avez une taxe d'habitation qui ne fonctionne que dans les grandes métropoles françaises, mais l'Île-de-France, par exemple, Marseille, Lyon, Toulouse, et on se rend compte qu'on a des taxes pour un 70 mètres carrés à Paris, on avoisine les 3 000 à 4 000 € quand même. Donc c'est un certain coût. Autre élément, comme la France n'a pas signé avec Israël une convention en matière de recouvrement d'impôts, l'exit tax. L'exit tax, je vous rappelle, ce sont les plus-values latentes sur les titres de société. Dans quel cas vous rentrez dans ce mécanisme-là? Soit parce que vous avez une participation dont la valeur est supérieure à 800 000 euros. Par exemple, vous avez 40% d'une société ou 30% et ça vaut moins de 800 000 euros. Soit parce que vous avez une participation égale au moins à 50% du capital et des bénéfices. C'est-à-dire que si vous avez 51% d'une société, obligatoirement, vous rentrez dans le mécanisme de l'exit tax. Alors, je vais pas détailler tout le mécanisme ici, ça serait un peu long, mais quand vous partez en Israël, vous devez déposer votre dossier au moins 3 mois avant de partir. Alors, 3 mois avant de partir, ça veut dire que moi, j'ai prévenu mes clients et on est déjà organisé pour ça. C'est pour ça qu'on a beaucoup de dossiers, nous, au mois de juillet. C'est qu'on veut partir en 2025, on doit pouvoir déposer avant la fin septembre un dossier d'exit tax. Donc effectivement, nous, on dépose beaucoup de dossiers sur le mois de juillet et ça s'accélère quasiment en permanence à ce niveau-là, en cette période. Alors, deuxième élément maintenant, il faut voir les incidences. Les incidences de votre départ de France. C'est-à-dire que on a toujours un sujet, parce que moi, j'ai des personnes qui me disent, tiens, je suis parti en Israël, j'ai fait mon alia et je comprends pas pourquoi on me fait payer, pourquoi on me rembourse pas. Donc, il faut bien comprendre. Alors, on va prendre l'imposition sur les revenus de source française. Les salaires, si vous en conservez, que ce soit des salaires vrais salariés ou de mandataire social, une imposition en France avec un système de retenue à la source un peu compliqué à mettre en œuvre. Les retraites publiques sont toujours imposables en France. Les revenus fonciers et immobiliers au sens large, hein, on peut parler aussi de les locations meublées professionnelles ou non professionnelles, toujours imposables en France. Les cessions de titres de sociétés françaises, selon qu'on va détenir plus de 10 ou 20% du capital, toujours imposables en France. Et au regard de l'impôt sur la fortune immobilière, on regardera l'ensemble de votre patrimoine français, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans abattement pour votre ancienne résidence principale, sauf si elle est louée, vous pourrez aller chercher un abattement de 20%. Donc, vous pouvez partir de France, c'est pas pour autant que vous n'aurez pas d'imposition en France. Autre élément important, votre régime matrimonial. Et il faut réfléchir à une future transmission. Selon les destinations, nous, on a des raisonnements un peu différents. Concernant Israël, on demande à nos clients quasiment 6 mois après leur départ de France de faire une option pour le droit civil israélien et d'où la nécessité de conclure un testament et souvent ce qu'on appelle des testaments croisés, ce qui est une spécificité israélienne. Mais voilà, il faut aussi savoir que votre régime matrimonial va avoir des incidences et votre testament, vous devrez d'autant plus y réfléchir que vous
si vous avez des enfants qui vivent pour les uns en France, pour les autres en Israël, parce qu'on va aller chercher une optimisation. Se poser aussi la question de la sécurité sociale française. Si vous n'êtes pas retraité, vous n'aurez plus le droit à la sécurité sociale française. On pourrait même vous demander de restituer votre carte de sécurité sociale française. Pour pouvoir la conserver, bah, il faut prendre une assurance privée, et notamment la CFE, ce qu'on appelle la Caisse des Français de l'étranger, qui va vous couvrir pour tout problème de santé en France. Si vous êtes retraité depuis 2019, vous avez une caisse spéciale et vous avez le droit à bénéficier de la sécurité sociale française. Alors attention, parce que ça peut être aussi un critère de résidence fiscale. Récemment, dans un dossier, l'administration m'indiquait que le client soignait quasiment 1 à 2 fois par mois et avait tous les relevés des médecins et donc expliquait que pour eux, la personne était redevenue résidente fiscale française. Donc, si vous êtes retraité, vous avez le droit de venir vous faire soigner en France avec une prise en charge par la sécurité sociale française. Dans ce cas-là, je préconise souvent de conserver votre mutuelle française. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il faut surtout anticiper. Et puis, ce qu'on va regarder, et ce qu'il faut comprendre, c'est que vos obligations fiscales ne s'arrêtent pas au jour de votre arrivée en Israël. On vient de voir avec l'analyse des incidences en tant que départ de France. Il va donc falloir, il y a 3 éléments quand même à savoir. Informer l'administration fiscale de votre départ de France, même si ce sera confirmé dans le cadre de la déclaration des revenus de l'année de départ de France. Gérer le prélèvement à la source pour les retraités. Alors ça, c'est extrêmement important. Si vous partez et vous êtes déjà retraité, ben, vous avez l'habitude que les caisses de retraite vous prélèvent tous les mois votre impôt par système du prélèvement à la source. On a vu qu'elles conservent ce droit uniquement pour les retraites publiques lorsque vous allez en Israël. Ça veut dire que concernant les retraites privées, il faut effectivement les contacter. Alors c'est un peu compliqué. Moi-même, j'explique à nos clients, puisque nous faisons ça pour nos clients, ça va mettre entre 3 et 6 mois pour obtenir un accord définitif de la totalité des caisses. Mais surtout, on va avoir le sujet après du prélèvement à la source qui a été retenu à tort. Et tous mes clients comprennent ça une fois qu'ils sont partis, parce que même quand vous êtes parti il y a 4 5 ans, on vérifie pour nos clients si le mécanisme d'imposition est bien respecté. Les caisses de retraite, bien souvent, reprennent un prélèvement alors qu'elles devaient l'arrêter. Donc, pour demander le remboursement à l'administration fiscale, il faut le faire dans le cadre de la déclaration d'impôt, après l'émission de l'avis d'imposition, en déposant une réclamation. Et les sommes peuvent être plutôt importantes, puisque nous, on a isolé, concernant Israël, on doit avoir à peu près 25% de nos clients retraités, dont on a vu des erreurs de prélèvement cette année. Et avec des montants qui peuvent être plutôt élevés. Alors, on parle quelquefois de quelques centaines d'euros à près de 10 000 € sur l'année, hein. Donc, très important, la gestion du prélèvement à la source. Parce que les caisses de retraite, elles ne sont pas informées de votre départ, donc elles ne arrêteront pas spontanément. Puis dernière chose, pensez que l'année de départ de France, vous allez avoir un double système de déclaration. Une déclaration 2042 classique et puis une déclaration 2042 NR comme non-résident qui va permettre à votre dossier de quitter votre centre des impôts pour aller au centre des impôts des non-résidents. Il faut déposer une 2042 NR pour pouvoir voir son dossier transféré au centre des non-résidents. Alors, la déclaration est un peu technique parce que quand vous partez au 1er septembre, ça veut dire qu'il va falloir, par exemple, sur votre déclaration pré-remplie, barrer les 12 mois de retraite, en laisser que 9, expliquer que dans la deuxième déclaration, vous êtes à zéro et on met une mention express parce que vous n'êtes pas redevable de l'impôt au regard de la convention fiscale entre la France et Israël. Voilà.
autant d'éléments. Et puis un non-résident, il n'est imposé que sur les produits et pas sur les charges. Donc tout ce qui est don, euh, réduction d'impôts comme salarié à domicile, et normalement, si vous n'êtes pas là constamment, vous n'avez plus de raison d'avoir un salarié à domicile en plus, on n'en tient plus compte à compter de la date de votre départ de France. Voilà, donc je vais juste récapituler pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Lorsqu'on souhaite faire son alia, nous, en pratique, nos clients viennent au minimum 6 mois avant leur départ nous voir. Pour tout vous dire, on a déjà, nous, des départs qui sont prévus sur 2027 et 2028. Donc, on a des mécanismes qui peuvent être un peu compliqués, hein. Surtout quand on est dirigeant d'entreprise. Donc, premier élément, bien regarder le sujet de la résidence fiscale. Est-ce que vous allez remplir les conditions? Si ce n'est pas le cas, bien connaître les incidences, comprendre comment ça peut être le cas, se donner le temps de vendre sa résidence principale. On voit par exemple, nous, on a beaucoup de clients sur Strasbourg qui n'arrivent pas, et depuis plus d'un an, à vendre leur résidence principale, et donc dont l'ALIA est à chaque fois retardée parce que à partir du moment où ils partent, ils n'ont plus d'abattement en résidence principale, et on a des plus-values plutôt importantes dans leur cas. Troisièmement, se poser la question de l'exit tax. Est-ce que je suis redevable? Qu'est-ce que je vais faire? Et si vous êtes dirigeant d'entreprise, j'en ai pas parlé ici, mais nous, on gère avec des cabinets d'experts comptables israéliens. Alors, souvent, l'expert comptable de nos clients, où on regarde qui peut les aider selon la ville où ils se situent. On va regarder comment ils vont structurer leurs revenus, leurs futurs revenus entre la France et Israël. Autres éléments, toujours prévoir par avance l'incidence sur votre fiscalité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans de nombreux cas, ça coûte plus cher en impôts de faire son alia. Je m'explique, des personnes qui ont une faible retraite et beaucoup de revenus fonciers vont souvent se trouver avec une fiscalité plus importante en qualité de non-résident qu'en qualité de résident. Et c'est pour ça qu'on regarde les dossiers des fois 12, 24 mois avant, parce que ils vont être amenés à nettoyer, à faire des opérations de donation, de cession des différents biens. Ne pas oublier le statut civil du régime matrimonial, et puis surtout la sécurité sociale pour voir comment vous serez traité à l'avenir en France.